La critique de cinéma est-elle en danger? Il y a des signes très inquiétants sur l'état du secteur qui nous concerne directement, mais le cœur du problème n'est peut-être pas là où on le croit. Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Bon, il ne faut pas être devin pour savoir que la critique cinéma et plus généralement la presse culturelle n'est pas vraiment le secteur sur lequel je vous conseille d'investir. Mais si je me lance dans cet édito un poil alarmiste, c'est qu'il y a eu une nouvelle qui a secoué notre petit monde. Et je précise bien petit monde parce que j'ai conscience que ça s'adresse avant tout à une niche. Le 27 mai dernier, Télérama a sorti un article annonçant l'arrêt probable de l'émission Le Cercle sur Canal+. Après 20 ans de bons et loyaux services, il y a de grandes chances que l'émission ne soit pas reconduite à la rentrée, ce qui inclut aussi sa variante Le Cercle Série, l'une des trop rares émissions à traiter de l'actu des séries télé en critique. Le Cercle, c'est l'un des derniers bastions de la critique cinéma à la télévision. Et personnellement, je trouve qu'elle a le mérite de se vouloir à la fois pédagogue et exigeante. En prenant la forme de débats assez ouverts, l'émission a toujours eu au centre de sa démarche une multitude de points de vue sur les films, et ça permet l'air de rien de montrer une certaine variété des plumes et des voix qui composent l'univers de la critique en France. Je précise maintenant que je ne dis pas ça par copinage, parce que bon, déjà dans ce milieu, tout le monde se connaît plus ou moins, et vous savez sûrement que notre ancien camarade d'écran large, Simon Rio, fait partie des chroniqueurs réguliers du Cercle depuis pas mal d'années. Le truc, c'est que cette information a des airs d'ultime clou dans le cercueil d'une presse qui ne va pas très bien. En parallèle de l'annulation potentielle du Cercle, on sait depuis peu que le magazine Première, pourtant l'un des plus populaires sur l'actualité cinéma en France, est en redressement judiciaire. Et disons que cette explosion de mauvaises nouvelles était pressenti depuis un bail. Certains magazines, comme Les Inrecuptibles ou Cinématiseur, ont changé leur modèle de parution pour survivre, et d'autres, comme Mad Movies, font appel au financement participatif pour leurs numéros hors série. Tout le monde se débrouille pour garder la tête hors de l'eau, et c'est également notre cas à Écran Large, comme plein d'autres médias web. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous saoule à chaque vidéo en vous rappelant qu'on reste une petite structure indépendante et que votre soutien est primordial à notre survie. Le mieux pour ça, c'est l'abonnement qu'on propose sur notre site avec des articles exclusifs en contrepartie et la possibilité pour nous de continuer à vous proposer gratuitement ce type de vidéo, par exemple. Mais bon, du coup, comment interpréter cet avenir peu reluisant de la critique? On pourrait essayer de chercher un ou des coupables, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens de faire la chasse aux sorcières. Pour moi, il y a deux axes importants à creuser et à nuancer: la question des formats de la critique et la perception de plus en plus faussée de son rôle. Bon, pour le premier, je vais pas tourner autour du pot. La critique, dans sa forme la plus classique, ça n'intéresse plus grand monde. Quand on voit maintenant que des sites font des résumés de leurs propres articles en début de papier, c'est qu'il y a vraiment plus le temps de niaiser. Avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles formes de partage de l'information, le développement d'une réflexion sur plusieurs pages ou sur de longues minutes de vidéo, c'est plus vraiment une habitude de lecture ou de visionnage pour beaucoup de gens. Il faut aller toujours plus vite, sous peine d'être réduit à un vilain swipe en pleine session de doom scrolling. Et c'est pas juste moi qui le dis façon boomer qui commence à mettre de l'anti-rides. Pour prendre un exemple qui peut sembler anodin, mais qui ne l'est pas, le Festival de Cannes a depuis quelques années TikTok pour partenaire. En soi, je n'utilise pas TikTok, mais j'ai rien contre l'emploi de la plateforme. En revanche, on a été pas mal à tiquer sur leur manière de se promouvoir en 2025 autour du Festival de Cannes. Ils ont sorti 2 pubs diffusées régulièrement au cinéma et à la télé avec un même principe. On y voit un faux film parasité par l'analyse soudaine d'un influenceur TikTok, ce qui donne envie à ses spectateurs de regarder le dit film. Et TikTok d'affirmer à l'occasion que les premiers passeurs du cinéma sont désormais les influenceurs. Je vous mentirais si je disais que cette pub ne m'avait pas donné envie de m'énucléer de colère pendant ma séance de Lilo et Stitch. Bon, faut dire que le film n'a pas trop aidé non plus. C'est quoi ça? Mais il faut reconnaître que l'idée est pas complètement fausse, même si elle a fait jaser. Bon, déjà, les termes influenceurs et créateurs de contenu veulent tout et rien dire. Et justement, les frontières sont plus floues que jamais par rapport à ce que serait la presse traditionnelle. Pour rester sur l'exemple de Cannes, qu'on a couvert avec Alexandre, et je vous renvoie pour ça à notre super podcast sur le sujet, on y a vu la présence accrue d'influenceurs cinéma. Et ça n'a rien de négatif. Moi perso, j'y ai aperçu des youtubeurs que j'adore, comme Patrick Willems ou Thomas Flight, et ça reflète une réalité simple. Sur toutes les personnes qui parlent intelligemment de cinéma, peu sont celles qui trouvent aujourd'hui, en France ou ailleurs, une plateforme dans un média.
Et donc le mieux pour eux, c'est d'être indépendant, à l'écrit, sur YouTube, sur Insta, ou même sur TikTok. La critique professionnelle a parfois ce vilain défaut d'afficher un mépris envers certains formats, ce qui renforce cette vision d'une élite pédante et coincée dans sa tour d'ivoire. Et je vous dis ça en tant qu'ado passionné qui a fait ses armes sur des blogs avant de vouloir en faire son métier. Et je me suis pris à l'époque quelques murs par des gens qui considéraient, et je cite, que les blogs c'était des flots ininterrompu de paroles non structurées. Et puis je suis arrivé à Écran Large, où ma manière de réfléchir sur le cinéma et de l'exprimer importait plus que les plateformes sur lesquelles j'avais pu le faire par le passé. Le site reste notre socle, mais maintenant on est un média étendu sur plusieurs canaux, de YouTube à nos podcasts, en passant par des formats courts qu'on propose sur Instagram, YouTube et TikTok justement. On s'adapte avec des formats qui étaient jusque-là l'apanage des influenceurs, mais avec cette pluralité d'opinions qui est la nôtre, plutôt que de mettre en avant une personnalité unique à l'écran. La presse pioche dans l'influence, et d'ailleurs le Cercle le fait aussi, en proposant des recos sur un format court après chaque émission. Pour être franc, les formats courts, c'est pas ce qui nous fait le plus kiffer dans la rédaction. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on aime ou pas un film en 10 secondes, c'est parfois un peu frustrant. Mais non seulement ça marche, ça ramène de l'audience, mais on sait aussi que ce côté liste touche un public peut-être plus occasionnel. Et ça nous arrive d'avoir des retours où nos recos ont permis à des gens de découvrir des films. Donc c'est pas inutile. Et c'est pour ça que ça me semble abscon d'avoir juste du mépris pour la forme. Je ne connais pas les deux influenceurs qu'on voit dans les pubs TikTok de Cannes, donc je ne me permettrai pas de juger leur approche critique, mais il est clair qu'on peut tirer le meilleur de chaque format. YouTube a longtemps été vu comme le parent pauvre de la critique, alors qu'aujourd'hui, j'y vois en tant que spectateur certaines des meilleures analyses que je peux trouver sur le cinéma, ancien comme contemporain. Cela étant dit, il y a quand même une réalité derrière cette rapidité et cette concision. Le développement de l'analyse en souffre forcément. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la critique de cinéma, mais ce qui a marqué ce milieu-là, c'est le moment où l'analyse d'un film permettait d'aller plus loin, de prendre le film comme point de départ pour théoriser le cinéma. Ça a entre autres été la spécialité des cahiers du cinéma, et encore aujourd'hui, certains des textes fondamentaux qu'on étudie en fac proviennent de là. Je me contenterai juste de citer pour ça le King, le GOAT, André Bazin, qui était parti des films pour enfants Crin Blanc et Ballon Rouge pour en tirer Montage Interdit, l'un des textes les plus essentiels sur le montage, c'est bien, c'est dans le titre, vous suivez. On ne le dit jamais assez, mais la priorité de la critique, c'est pas de dire j'aime, j'aime pas, ou de quantifier la qualité d'un film. Ça doit servir à créer de la pensée, à ouvrir le débat et à l'étendre, parfois au-delà de l'œuvre. Mais ça demande de l'espace, du temps et de l'esprit critique, soit pile les trois choses que ne veulent plus trop les studios de cinéma et les distributeurs. Enfin, du moins, c'est ce que ressent une bonne partie de la profession. Le problème, il est avant tout là. La critique et le journalisme cinéma au global est noyé dans le narratif de plus en plus contrôlé des studios autour de leurs films. C'est en partie pour ça que certains films ne sont plus montrés en projection presse, ou alors très tardivement pour pénaliser les médias papier, et désormais c'est la croix et la bannière pour obtenir des interviews longues où on a le temps de creuser les choses avec les artistes. On le fait peu à Écran Large, mais quand on le fait, on demande minimum 30 minutes, et je peux vous assurer que c'est de plus en plus difficile à avoir, parce qu'il est préférable de donner aux artistes des slots hyper courts où ils vont répéter les mêmes éléments de langage ou participer à des jeux débiles. Prenez à tout hasard Mission Impossible 8, sur lequel il y aurait pourtant plein de trucs à dire sur sa fabrication démente. Et il faudra se contenter de Tom Cruise qui répète inlassablement qu'il est honoré de nous divertir depuis tant d'années. I'm very grateful for 30 years to be able to entertain you with this franchise. Thank you for allowing us to entertain you, and it's incredibly entertaining. Et de voir le reste du casting qui lui lèche les pompes en rappelant qu'il fait toutes ses cascades lui-même comme le GOAT qu'il est. Au mieux, vous pourrez profiter de Simon Pegg et Pomme Clémentieff qui doivent jouer au clash culturel en exprimant leur préférence entre la politesse des Anglais et la franchise des Français. Que c'est passionnant. Surtout que quitte à faire des concepts à la con comme ça, fallait mettre Tom Cruise avec des petits chiots trop mignons, il aurait fait des papouilles en causant scientologie, là ça aurait été rigolo. La promotion et le divertissement pur ont pris le pas sur la critique. Et je comprends bien qu'il y ait besoin d'une place pour ça, mais pas que ça prenne toute la place. La disparition possible du cercle reflète ça, l'amaigrissement des espaces de débat et d'analyse au profit des paillettes, des phrases toutes faites, et même, osons le dire, des fake news pures et simples sur les méthodes de fabrication des films. Si on vous ment la plupart du temps sur l'absence de CGI dans les films par exemple, et je vous renvoie pour ça à ma vidéo sur le sujet, c'est parce que ce qui relevait avant de l'information n'est plus que de la communication manipulée par les équipes marketing et relayée n'importe comment. Et je tiens à préciser un truc maintenant. Il y a peut-être des gens qui se moquent
éperdument de la critique. Et c'est d'ailleurs peut-être votre cas, même si je sais pas trop pourquoi vous seriez devant cette vidéo. Mais c'est important de prendre en compte ces gens-là, parce que c'est compréhensible qu'on puisse ne pas vouloir lire ou voir les avis des autres sur une œuvre. Certains s'en foutent, d'autres ne veulent pas être influencés, il y a plein de raisons et c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes que j'évoque ne les concernent pas. Plus que jamais, on est entouré de pubs et d'espaces promo. Et a priori, si certains n'aiment pas la critique, ils n'aiment pas forcément plus qu'une interview complaisante au JT de TF1 essaie de les manipuler. Un film événement avec un grand spectacle, un grand film populaire, et donc du coup il fallait que les effets spéciaux soient à ce niveau-là. Le bullshit promo, il existait avant en équilibre avec les espaces de débat et de critique, et c'est ça qui est en train de se perdre, quitte à faire passer des micro-trottoirs d'avant-première ou des entretiens calibrés comme des éléments de critique. Si on n'est pas tous méfiants, il n'y aura plus que ça. Et ça pose en réalité une question qui me semble être le vrai sujet. C'est quoi la place de la critique de cinéma? La réponse est pourtant simple. Basique. La presse, c'est un maillon de la chaîne du cinéma. Et c'est ça qui tend à être oublié. En particulier par le reste du milieu, en fait. C'est pas un à côté dispensable, ça fait partie de la vie d'un film. Alors, entendons-nous bien, je ne pense pas que la critique négative de Déborah sur Lilo et Stitch va faire trembler son box-office, ce serait très présomptueux de penser ça, mais la presse, elle a un impact. À la fois dans la réflexion qu'elle peut poser sur ces très gros films-là, et dans sa manière d'accompagner les plus petits, ceux qui n'ont pas l'espace médiatique façon Panzer Division d'un Disney ou d'un Marvel. C'est même au fond notre politique à écran large. On parle avec plaisir des blockbusters attendus, déjà parce qu'on aime ça, mais aussi parce qu'on estime que c'est important d'écrire ou d'en parler intelligemment et sans mépris. Mais ça nous sert aussi à attirer l'attention sur des œuvres plus confidentielles, qui feront forcément moins de clics, mais dont on veut parler. Ça, c'est notre situation à nous. Mais l'exemple du Cercle est plus important encore. Et c'est là que ça inquiète en fait. Parce que le Cercle, c'est l'une des dernières émissions sur le cinéma à la télé et un étendard pour Canal+, qui est, rappelons-le, le premier financeur du cinéma français. Alors bien sûr que les audiences de l'émission doivent sans doute jouer dans la décision de ne pas renouveler l'émission, mais le symbole est quand même fort pour un groupe qui appartient à Vincent Bolloré, dont on sait que le rapport à la culture est loin d'être une priorité, à part si ça sert son combat civilisationnel pour le citer. C'est tout le problème de voir les grands groupes médiatiques être rachetés par des milliardaires, avec un agenda politique clair, où la culture est souvent un caillou dans la chaussure. C'est pas Cyril Hanouna qui va faire la promo de la Palme d'Or de Jafar Panahi. Quoique ce serait un petit peu drôle à voir. Non merde, j'ai perdu mon slip. À l'heure actuelle, Canal+ a renégocié sa place dans la chronologie des médias et a assuré pour les années à venir son investissement dans la création cinématographique française. Mais tout ça peut changer très vite. Ou alors peut-être que le Cercle sera remplacé par un programme plus consensuel où on parlera de films sans égratigner rien ni personne. À moins que la reco d'influenceurs ne devienne d'ailleurs la nouvelle évidence, notamment sur les réseaux sociaux d'un tel groupe. Et cette question de la chaîne du cinéma, c'est pas la première fois qu'elle revient sur la table. En 2022, alors qu'on subissait encore les conséquences du Covid et que l'offensive en Ukraine avait pris la tournure qu'on connaît, le prix du papier a explosé. Ça a mis en difficulté financière beaucoup de magazines cinéma parce que leurs plus gros annonceurs, c'est justement les distributeurs de films avec lesquels ils sont partenaires, sauf que eux aussi n'avaient plus d'argent depuis le Covid. Mais pendant ce temps-là, malgré la fermeture des salles ou les restrictions, la presse était là, à parler des films, des séries, des décalages de sortie, à promouvoir la culture. Et c'est pourquoi, en septembre 2022, 12 titres de la presse indépendante, dont Cinématiseur, Les Cahiers du Cinéma, Mad Movies ou encore SoFilm, ont adressé une lettre au CNC et au ministère de la Culture, en appelant à l'aide. Il y a quelques soutiens financiers pour ce type de presse, mais ça n'était plus suffisant par rapport à la réalité du secteur et les coûts exorbitants que leur publication nécessitait. Et cet appel à l'aide, il est gentiment resté en vue, comme si on refusait à la presse et à la critique cette place dans un écosystème en crise de manière globale. Pourtant, leur texte met bien en avant ce qui reste le plus important: la prescription des œuvres, quel que soit l'état de l'industrie. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de moins parler films et séries avec vos potes ou votre famille? Est-ce que c'est pas devenu plus compliqué maintenant que les audiences s'éclatent entre tous les films et toutes les séries disponibles un peu partout? Dans l'océan de canaux et de plateformes, comment peut-on encore se regrouper autour d'un tronc commun? Et surtout, comment lutter contre les algorithmes qui ne poussent jamais à sortir de sa zone de confort et qui recommandent plus ou moins les mêmes trucs à tout le monde? La presse a ce rôle-là, de pouvoir conseiller, titiller la curiosité et de dénicher des pépites. Et au-delà de ça, elle laisse une trace pour comprendre la réception d'une œuvre lors de sa sortie et l'évolution potentielle de l'analyse à son sujet. La critique, ce n'est pas seulement l'immédiateté, mais le travail autour du patrimoine
et de l'histoire du cinéma. Dans mon adolescence, ça m'a permis de découvrir des cinéastes et des films qui sont devenus essentiels pour moi. Et encore aujourd'hui, je ne cesse d'apprendre auprès des réflexions de certains confrères, parce que c'est aussi cette humilité-là qu'on devrait tous partager. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le sort du cercle n'est pas encore scellé, et le syndicat de la critique a sorti un communiqué qui appelle à son maintien. Mais quoi qu'il en soit, exprimez vous aussi votre soutien envers les médias culturels que vous consommez, déjà parce qu'on est beaucoup à se donner à fond, et parce qu'il est important qu'on continue pour défendre une presse libre, indépendante et réfléchie. Et justement, pour finir en beauté cette vidéo, je vais vous faire quelques recos non exhaustives du côté de la presse ciné. Alors je mets de côté les youtubeurs anglo-saxons parce que sinon j'en ai pour la nuit. Mais côté web, je vous recommande chaudement la lecture de Criticat. C'est tout bonnement les textes critiques les plus pointus et inspirés qu'on peut trouver sur internet, et leurs éditos sont absolument fantastiques. Pareil pour Culture au point, qui se permet des textes bien longs et détaillés qui sont passionnants et qui décortiquent en profondeur les œuvres. Et côté presse papier, il y a bien sûr les rois cinématiseurs. Leur approche éditoriale est aussi éclectique qu'exigeante. Ils parlent avec autant de ferveur des blockbusters que des films indépendants, et surtout leurs interviews sont les meilleures que vous pouvez trouver aujourd'hui, d'autant qu'ils vont chercher des chefs de poste que beaucoup laissent de côté habituellement, comme des chefs opérateurs ou des compositeurs. Je pourrais également citer Mad Movies, les maîtres incontestés du cinéma de genre, dont j'adore le ton si caractéristique et ludique. On a aussi les historiques positifs et les cahiers du cinéma, qui en ont encore sous le capot et qui renouvellent toujours le regard sur le 7e art, même après autant d'années d'existence. Et enfin, forcément, je me dois de citer SoFilm, alors en partie parce que ça m'arrive de signer quelques piges pour eux de temps en temps, je confesse que c'est pas complètement désintéressé, mais j'adorais déjà lire le mag avant de rejoindre l'équipe. C'est bourré de reportages originaux qu'on voit nulle part ailleurs, moi ça m'a permis d'écrire des papiers vraiment très particuliers, il y a des approches différentes voire décalées sur l'industrie, et les interviews sont longues et développé. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire les médias que vous lisez, regardez ou écoutez, en dehors d'écran large, qui, j'en suis sûr, reste et restera à tout jamais votre phare dans la nuit. Et puisqu'on a parlé du fonctionnement du cinéma français, je vous recommande la vidéo de Mathieu, très complète, sur le fonctionnement du CNC. Donc soutenez la presse indépendante, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!